Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un petit point lecture qui sera en fait un gros point lecture. Aujourd'hui, très exceptionnellement, je vais vous parler de 8 lectures. Donc accrochez-vous, je vais essayer de faire très succinct et très condensé. Je suis quand même ravie parce que j'ai des bons souvenirs de toutes ces lectures, donc je vais pouvoir vous en parler de manière assez précise, mais n'oubliez pas que j'ai aussi un Instagram où vous pouvez regarder toutes les chroniques écrites si vous préférez ou si vous voulez avoir un petit peu plus de détails ou en tout cas des retours à chaud. Aujourd'hui, oui, je suis en manteau parce que c'est le mois de mai, mais en fait j'ai l'impression qu'on est au mois de mars et j'ai super froid, je me caille chez moi. Donc j'ai remis une petite veste et juste pour vous dire ma lecture en cours, je suis actuellement dans la lecture de François Daen avec La vie courante chez Guérin-Paulsen. Donc j'ai commencé cet ouvrage il y a 10 minutes à peine. J'ai beaucoup aimé déjà les 3 premiers petits chapitres où il commence à déballer un peu sa vie. Donc c'est un ultra-trailer qui vient du Beaufortin et qui conjugue à merveille une vie de chef d'entreprise, de vie de famille. Il est père de 3 enfants et aussi donc de sa carrière d'ultra-trailer, notamment pour, je crois, Salomon. C'est un personnage aussi qui est très charmant et qui, à mon avis, mérite qu'on se penche sur ce livre, donc je vous en parlerai très très rapidement. Il y a d'ailleurs aussi des photos à l'intérieur sur les pages centrales. Ce livre est très très sympa et ouais, je vais vous en parler assez prochainement. On va commencer par donc le point lecture, puisque j'ai énormément de bouquins à vous présenter, et je vais commencer avec Pierre Bordage, L'arcane son nom, plutôt une très bonne surprise dans le domaine du thriller, roman un petit peu d'aventure. On va suivre les aventures de Sahil, qui est un déserteur de l'armée afghane, à qui on propose 15 000 euros pour assassiner une jeune femme. Et on va lui filer une enveloppe avec un acompte, et je vous laisse deviner ce qui va se passer par la suite. En tout cas, je vous en dirai pas un mot de plus. Néanmoins, ce personnage, je l'ai trouvé supra attachant, j'ai trouvé qu'il avait une très très belle morale et j'ai adoré le trio qui va se former avec lui, une jeune femme gothique et une jeune tzigane qui va se joindre aussi à l'aventure. Alors, on va côtoyer le domaine des gothiques, on va côtoyer les cimetières, les catacombes, et on va voir si Sahil réussit à utiliser cet argent pour s'enfuir, puisqu'il est sans pognon, il est sans domicile aussi en France, et il souhaite passer la frontière pour aller en Angleterre. Donc on va voir s'il va y parvenir. L'écriture de Pierre Bordage, très sympa, en même temps une petite pointe d'originalité dans son écriture, j'ai beaucoup aimé, en tout cas ça se lit tout seul. J'adore ses tournures de phrases, j'adore le vocabulaire employé, j'adore la psychologie des personnages. En un si court roman, je me suis attachée à tous les protagonistes. Même s'il y a d'énormes ficelles derrière cette histoire, parce qu'il y a des trucs qui arrivent un peu comme ça, il y a des heureuses coïncidences, on va dire. Mais n'oublions pas que ce livre a été écrit un peu à la va-vite dans le cadre d'un challenge pour les éditions Pocket qui était d'écrire des livres autour du vendredi 13. Donc il y a eu d'autres auteurs qui ont été invités dans cet exercice. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette entrée en la matière avec Pierre Bordage, L'arcane son nom, que je vous invite vraiment à lire parce que ça se lit tout seul. Ensuite, j'ai lu un très court roman aussi avec Thierry Jonquier, ça s'appelle Miguel, et je suis ravie parce que j'ai réussi à me procurer en plus le DVD avec Antonio Banderas, notamment dans le rôle de Richard Lafargue, ce chirurgien esthétique qui vit avec Ève, une mystérieuse femme qu'il prostitue, qu'il enferme dans sa chambre, et ils ont des rapports très très énigmatiques, presque cruels. Alors on se demande pendant ce roman qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont cette vie-là, pourquoi choisir cette vie, d'autant plus que la femme est extrêmement séduisante, attirante, et qu'elle elle se donne à d'autres hommes devant les yeux de son compagnon. Et ben vous allez découvrir tout ça. Bien sûr, au vu de l'épaisseur du livre, je ne peux vous en dire plus, mais si vous aimez les relations toxiques, les révélations incroyables, une plume aussi très très intéressante, celle de Thierry Jonquet que je ne connaissais pas encore, eh bien je vous invite à découvrir Miguel. En général, quand on regarde le film derrière, c'est plutôt bon signe, c'est qu'on a adoré le livre et effectivement, j'ai adoré ce court roman. J'hésite entre le garder ou le donner, l'offrir en fait, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé ces rapports toxiques et surtout toute cette énigme derrière, même si après on comprend assez rapidement ce qu'il en est. Mais quand même, je trouve que Thierry Jonquet a réussi un grand coup dans ce livre qui date pas d'hier, mais qui est encore très d'actualité et qui a été super intéressant et une excellente lecture vraiment malsaine.
Si vous aimez ces rapports toxiques là, comme ça, pourquoi ne pas vous pencher aussi sur La doublure de Melissa d'Acosta aux éditions Albin Michel que j'ai dévoré. Je l'ai dévoré ce bouquin en 3 après-midi. Je me suis levée un jour à 6 heures du matin. Je suis allée dans le salon, j'ai allumé la lumière et j'ai fait comme ça. Voilà, j'ai lu et j'ai lu. Je me suis bouffé 200 pages d'un coup. Non, vraiment, ce livre, donc là, beaucoup plus d'épaisseur. Pour un roman aussi qui va développer la psychologie des personnages, une histoire qui n'a vraiment rien à voir et une opinion sur ce livre qui est assez... vous allez comprendre, assez compliqué. Dans ce roman, on va retrouver le personnage d'Evie, qui est une jeune femme un peu à la dérive en fait. Son marin l'a quittée, elle a envie de changer de vie, elle quitte son appartement, elle recommence tout à zéro, elle n'a pas vraiment beaucoup d'amis, elle est peu sûre d'elle, etc. Elle a envie de changer sa situation jusqu'au jour où elle va croiser sur un ponton un homme qui lui propose un job, celui d'assister son épouse, une belle artiste peintre, dans son travail administratif dans le sud de la France, je crois dans l'arrière-pays niçois. Donc la jeune femme, au vu du salaire très très élevé, accepte et elle part rencontrer sa nouvelle employeur avec laquelle elle va tisser des liens très rapidement et en particulier elle va être fascinée par cette femme très charismatique, très séductrice, très belle, très talentueuse aussi, qui va commencer à lui parler de peinture plutôt que de lui expliquer son travail administratif à faire. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez découvrir ce trio infernal qui va se tisser avec des rapports entre les personnages qui petit à petit vont commencer à pourrir de l'intérieur. Et je pense qu'il a fallu cette épaisseur pour amener vraiment la situation à évoluer. J'ai trouvé le personnage principal, celui d'Evie, excessivement cruche au départ. Mais sa personnalité se construit tout au long du roman et j'ai fini par adhérer à certains de ses choix qu'elle fait dans le livre, des choix qu'elle fait pour se protéger, et il y en a d'autres auxquels je n'ai pas adhéré. Euh, il y a aussi dans ce bouquin un tout petit peu des clichés, notamment dans la description des personnages, même dans la description du village, etc. Quelques clichés quand même. Il y a ce côté feel good qui est encore là, et c'est d'autant plus contrastant parce que Melissa d'Acosta, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire ce type de roman noir. Donc ça contraste d'autant plus avec la noirceur des personnages, avec la noirceur de leurs sous-entendus, de leurs arrière-pensées et de comment ça va se terminer. Ce que j'ai adoré, c'est que Melissa d'Acosta parle aussi d'une thématique. Alors je peux pas vraiment vous dire ce que c'est, ça apparaît plutôt vers le milieu-fin du roman, mais je vous dis absolument pas ce que c'est. C'est une thématique qu'on voit assez rarement dans les romans, et en tout cas, autant abordée avec autant de réalisme, eh bien c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les romans, donc ça j'ai adoré, puisque à cause de ça, la jeune femme, la jeune Evie va sombrer, sombrer, sombrer. Donc j'ai adoré la façon dont c'est traité et les rapports aussi qu'elle avait avec ce couple infernal. En résumé, ce que j'ai pensé de ce livre, j'avais l'impression de lire quelque chose de très très mauvais, genre une série de France 3 dans l'après-midi, et en même temps j'étais happée dedans, mais happée, happée. J'étais happée, appelée, tout ce que vous voulez. Je l'ai bouffé ce livre. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un tel plaisir dans une lecture. J'ai surkiffé en fait, et j'ai aussi aimé le fait qu'on parle bien sûr de la peinture dans cet ouvrage. Je pense que je vais le prêter à une copine qui fait de la peinture, ça pourrait lui plaire. Et réellement, je vous invite à lire cet ouvrage parce que vous allez, je pense, en prendre autant de jouissance que moi dans cet ouvrage. Si en tout cas vous aimez les relations toxiques entre les personnages, si vous aimez les histoires qui ne finissent pas forcément en happy end, et alors quelle fin, vraiment j'ai trouvé ça poignant. Et ça fait partie des choix aussi que j'approuve aussi de cette jeune femme, de cette jeune Evie. Bref, je vous invite vraiment à découvrir La doublure. C'était un pied de lectrice, vraiment. Et pourtant, c'était de la easy lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Melissa d'Acosta, c'est une autrice très populaire. C'est une autrice qui vend énormément de livres. Son langage est ultra simple. Ses tournures de phrases sont ultra simples. Vous avez l'impression de lire un peu un Dan Brown. Vous voyez, une lecture très populaire, mais finalement avec des thématiques hyper intéressantes et avec... ouais, cette jouissance à rentrer dans cette histoire, mais vous êtes complètement happé, quoi. C'est un sacré talent qu'elle a, Melissa d'Acosta, de nous embarquer à un tel point dans un ouvrage. Je sais pas, dites-moi si vous avez lu La doublure et si vous avez
la même impression sur ce roman. Maintenant, je vais vous parler d'un auteur qui est beaucoup plus controversé que Melissa d'Acosta, puisqu'il s'agit de Michel Houellebecq avec Sérotonine. Alors, Michel Houellebecq, c'est un auteur que je lis depuis 20 ans, hein, à ma décharge. C'est un auteur que je connais très bien, et c'est pour ça que je continue un petit peu de lire ses ouvrages. En tant qu'auteur, je l'apprécie énormément. En tant qu'être humain, peut-être un petit peu moins, mais j'arrive à faire la part des choses avec Michel Houellebecq et j'aime beaucoup les thématiques abordées. Sérotonine m'a en particulier touchée parce que on va parler de l'agriculture. Alors, rembobinons un petit peu de quoi ça parle. Notre narrateur, je ne sais plus si c'est Michel Houellebecq ou si c'est un autre homme, je ne sais plus si c'est autobiographique, mais en tout cas notre narrateur en a marre de son épouse d'origine japonaise et il voit un soir devant la télévision un documentaire où les gens en fait disparaissent du jour au lendemain sans laisser de traces. Alors il décide de faire la même chose et de se faire la malle. Il va se mettre au vert, il a énormément d'argent sur son compte, il prend tout et en fait il s'en va, il se taille et il va refaire sa vie. Il a juste envie d'être avec lui-même, de faire ce qui lui plaît, de manger ce qui lui fait envie. Et au détour du hasard, il va se retrouver avec le nom d'un château dans les environs où il va s'établir. Et ce nom de château lui rappelle quelque chose, ça lui rappelle le nom de famille d'un de ses anciens amis d'études. Et effectivement, il s'agit d'un riche héritier donc, qui vit là et qui est agriculteur. Donc, vous l'avez compris, c'est un roman qui parle de l'agriculture française. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre, en plus des rapports hommes-femmes, du sexe, des interrogations des hommes d'âge mûr, bref, et beaucoup de questionnements sur la société en général, comme dans de nombreux romans de Michel Houellebecq, si ce n'est tous. Mais ici en particulier, il s'attache aussi à parler de l'importance de l'agriculture française dans notre société et en particulier du mal que nous faisons aujourd'hui à nos agriculteurs en bien bradant leurs produits, en les mettant à bout dans leur souffrance et en leur rendant leur travail impossible. Et aujourd'hui, même s'ils sont châtelains, qu'ils ont hérité, etc., ils vivent à perte parce qu'ils n'arrivent pas à vivre en fait de cette activité et que ça dénote une société en perdition totale où la plupart des gens préfèrent acheter des merdes au supermarché plutôt que d'aller chez l'agriculteur et consommer local. Du lait de vache frais ou qui est bien meilleur pour la santé en plus que du lait pasteurisé en boîte, hein, des œufs frais, etc. Bref, je vous fais pas le topo quoi. Il va donc retrouver cette amitié. Ils vont pouvoir se recentrer, se ressourcer un petit peu ensemble, voir les heureux événements, les moins heureux événements dans la vie de chacun, pouvoir échanger. Et bien sûr, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Voilà, je vous en dis pas plus, mais sincèrement, si vous cherchez un livre qui aborde la thématique de l'agriculture en France, ça peut être une très belle porte d'entrée, en plus de découvrir la plume de Michel Houellebecq, qui est juste pour moi extraordinaire. J'aime beaucoup, beaucoup la plume de Michel Houellebecq. Quoi qu'on en dise de ce personnage, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et Sérotonine fait partie de ses meilleurs romans, avec La possibilité du Nil, avec Extension du domaine de la lutte, qui sont vraiment des ouvrages que j'ai suradorés. Et Sérotonine, ouais, je dirais en troisième, quatrième position dans mes romans préférés. Il n'est plus très très récent puisqu'il en a sorti un ou deux depuis. Mais en tout cas, je continue à lire du Michel Houellebecq et je continuerai à lire du Michel Houellebecq parce que c'est un des rares auteurs en littérature blanche que j'arrive à lire et j'arrive à suivre et avec lequel je ne m'ennuie pas en fait. Maintenant, on va parler des livres qui m'ont ennuyée. Il y en a deux là, il y a deux petits poches. Alors avec celui-ci, Moyane, j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout de la carte au trésor puisque dans ce très long monologue d'un sans domicile fixe qui discute avec un vieil ami, croisé dans la rue, où il parle des raviolis chinois à la viande de tigre, à la viande de requin, à la viande de ceci, à la viande de machin. Moi, ça m'a littéralement écœurée. Et même s'il est question d'un manuscrit ou je ne sais quel truc à la fin, en fait, j'ai pas réussi à aller au bout de ce roman. Je l'ai lu un petit peu en diagonale, je vous avoue. Et en plus de cela, je n'ai pas du tout adhéré à la plume très brouillonne de Moyane. Donc c'est compliqué, je relirai du Moyane, mais en tout cas, celui-là, ça a clairement pas été la bonne pioche pour moi qui suis défenseuse des droits... Défenseuse
défenseuse des droits des animaux. Quant à Julie Otsuka avec Certaines n'avaient jamais vu la mer, c'est un livre qui m'a aussi un petit peu ennuyée, même si la thématique est beaucoup plus intéressante et que la plume de Julie Otsuka est riche et recherchée. Notamment, j'avais beaucoup aimé la ligne de nage. Mais dans Certaines n'avaient jamais vu la mer, l'autrice a pris le parti d'écrire au pluriel, finalement, pour représenter toutes ces femmes japonaises qui sont arrivées en masse après la Deuxième Guerre mondiale pour rencontrer leur mari, beaucoup plus vieux et beaucoup plus gras que sur la photo qu'on leur a présentée au Japon, d'autant plus que certaines sont encore des enfants, elles arrivent là, elles doivent épouser un homme qu'elles ne connaissent pas. Alors je vous laisse imaginer toute l'horreur qu'elles ont vécue dans cette nouvelle société américaine, qu'elles ne connaissaient pas du tout. Il fallait s'intégrer, apprendre l'anglais. Il y a des moments très drôles d'ailleurs où elles apprennent l'anglais, mais c'est aussi difficile, c'est aussi tragique. Et aussi des moments très douloureux, en particulier les relations sexuelles, en particulier le monde du travail. Certaines sont carrément esclaves de leur mari et subissent des violences conjugales et subissent énormément de choses. Et j'ai trouvé ce livre un petit peu trop tire-larme. Pour arriver à en extirper quelque chose, je me suis très rapidement ennuyée, même si j'ai trouvé effectivement leurs conditions de voyage en particulier épouvantables. Et la façon dont elles évoluent chacune, elles vont avoir des évolutions de carrière et des évolutions de leur personnalité très différentes, les menant parfois jusqu'au suicide. Mais j'ai pas super adhéré à ce livre parce que je l'ai trouvé un petit peu trop tire-larme et j'ai moyennement apprécié la narration de ce livre. Je continuerai à lire du Julie Otsuka et je vous en parlerai. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce livre. Pour les deux derniers, je vais vous présenter des livres policiers, thrillers. Alors, pour le premier, il s'agit de Stanislas Petrowski dans L'affaire de l'île Barbe, qui est le premier opus des aventures du professeur Alexandre Lacassagne. On est chez Afit Éditions, pardon, je ne l'ai pas précisé. Ce médecin est un médecin légiste, un de ceux de la première heure de la médecine légale moderne. Il s'est établi sur une péniche sur les bords de la Saône et il a pour apprenti Ange Clément Huin, qui est un apache au passé trouble et au passé surtout violent. C'est ce qui le ressort de cet ouvrage. Et tout ça, ce sont des faits réels, c'est-à-dire des personnages, en tout cas un personnage qui a réellement existé, une victime qui a également existé. On s'appuie donc sur des faits réels. Et c'est toujours un petit peu compliqué, selon moi, de se baser sur des faits réels pour décrire un thriller. C'est que vous pouvez très rapidement tomber dans la surenchère de l'information, de la véracité, un petit peu finalement au détriment du kiff, du plaisir de lecture que j'ai pas forcément toujours eu dans cet ouvrage, voire même presque pas. C'est-à-dire que je me suis un petit peu ennuyée. J'ai trouvé qu'on était toujours un petit peu à côté de l'enquête policière, puisque nous, on est sur cette péniche à analyser cette femme qui a été retrouvée avec les jambes tranchées et qui a été tellement amochée à force d'être immergée dans l'eau de la Saône qu'en fait, elle est non identifiable. Heureusement que des passants, parfois malveillants, mais des passants peuvent circuler devant la péniche et regarder les corps au cas où ils arriveraient à identifier l'un de ces corps, l'un de ces malheureux disparus. Mais j'ai eu du mal avec l'écriture de Stanislas Petrowski, l'utilisation aussi de l'argot, même si ça crédibilise effectivement, puisqu'on est dans les abords de Lyon, mais en même temps, on a un petit peu péché on a un petit peu trébuché sur certains mots, et puis moi aussi sur les tournures de phrases, je vous avoue. Heureusement, il y a quelque chose qui a quand même sauvé la chose. Moi, ça a été le personnage de Ange Clément Huin que j'ai trouvé, malgré son passé a priori violent et mystérieux, sur lesquels je pense on reviendra dans les tomes suivants, que je ne lirai pas. On dépeint ce personnage comme étant quand même doté d'une belle moralité, de très beaux sentiments. On sent qu'il y a quand même une âme à l'intérieur et je me suis attachée à ce personnage. Et je trouve ça dommage, mais en tout cas, j'ai pas super adhéré à cette affaire de l'île Barbe, même si elle s'inspire de faits réels. Et d'ailleurs, vous avez tout un dossier. En plus, je veux dire, l'auteur il en remet une couche, effectivement la documentation qu'il pouvait utiliser pour écrire cet ouvrage. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez à peu près le même sentiment que moi, mais moi j'ai pas pris mon pied en lisant l'affaire de l'île Barbe.
quant à la série Les Meurtres Zen, qu'a sorti les éditions Le Cherche Midi, j'ai lu Des meurtres qui font du bien de Carsten Duss. Alors ici, on est avec un avocat qui est en train de faire un gros burn-out. Déjà parce que parmi ses clients, il y a des mafieux qui sont extrêmement exigeants, vous voyez, en termes d'horaire de travail, en termes de charge de travail, et qui s'en foutent de savoir que vous avez une vie privée à côté. Donc notre cher Bjorn, cet avocat brillantissime, eh bien, va petit à petit sombrer dans les difficultés de répondre à toutes les demandes de cette clientèle plus qu'exigeante, et il va donc sombrer dans le burn-out. Son épouse l'enjoint d'aller consulter un spécialiste de la méditation en pleine conscience et de la pleine conscience tout court, dont vous retrouverez des extraits de son livre imaginaire en début de chaque chapitre. Et donc Bjorn n'a pas d'autre choix que d'aller consulter, d'aller voir si ça peut lui faire du bien. En plus de ça, l'épouse va encore plus loin. Elle lui propose de prendre un petit peu de distance avec lui et surtout elle lui dit maintenant tu vas t'occuper de la petite parce que tu t'en occupes pas du tout et quand tu seras avec elle à 100%. Et c'est tout ce que je te demande, la prendre quelques heures mais quand tu es avec elle, tu t'occupes d'elle à 100%. Alors Bjorn accepte bien entendu, il n'a pas trop le choix. Et tout va bien se passer jusqu'au jour où Bjorn prend la petite et malheureusement il va s'embrigader dans quelque chose de vraiment... comment vous dire, ça va être du délire, ça va être du délire. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un roman humoristique, c'est un thriller humoristique zen, donc c'est vraiment un peu une nouvelle forme de thriller. Est-ce que j'ai adhéré? Eh bien, j'ai été un petit peu mi-figue, mi-raisin. J'ai adhéré à pas mal de choses et j'ai pas adhéré à d'autres choses. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont c'est amené, déjà, puisque l'histoire est très rigolote. Il va être question de la crèche, il va être question de la petite, il va être question de ces mafiosi qui sont des drôles de personnages aussi. La plume qui est assez intéressante. Et puis tous ces débuts de chapitres aussi qui contrastent avec le reste de la situation qui est vraiment tragique. Tout comme le personnage principal qui, dès qu'il est il est face à... Voilà, il doit rendre des comptes, il y a quelque chose qui se passe, il se dit « Ok, je me ressens, je me canalise et je vais faire cet exercice-là, en fait. » Donc c'est ultra drôle. Derrière ça, je me suis ennuyée quand même sur toute la deuxième partie du roman. J'ai beaucoup aimé la première partie, puis après, bon, ça a commencé à retomber un petit peu. Sur la deuxième partie, il va être plus question de passation de pouvoir au sein de la mafia, des complots, des retournements de situation, ça va être... Il va y avoir pas mal de choses et il m'a un petit peu perdue, Carsten Duss, je vous avoue. Ce que j'ai encore moins apprécié, c'est le fait que le personnage principal est relativement misogyne. Et ce Bjorn, cet avocat, j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à lui. Il parle des femmes en des termes, déjà son épouse, on dirait une teigne, et puis il est d'aucun respect vis-à-vis des autres femmes du roman, notamment que ce soit la directrice de la crèche ou que ce soit encore sa secrétaire, qu'il dévalorise, qu'il traite de grosse, etc. Bref, il y a vraiment des passages qui m'ont choqué, de la grossophobie, etc. Donc même s'il se ravise à la fin, j'ai trouvé quand même son personnage... très antipathique de ce côté-là. Par conséquent, quand vous vous attachez pas au personnage principal, surtout que sa petite fille c'est un personnage un peu secondaire si vous voulez, c'est à peine si elle arrive à aligner 3 mots, finalement vous avez du mal à rentrer dans un ouvrage. Et là je me suis pas vraiment attachée au personnage principal. J'avais donc un petit peu du mal à y revenir, d'autant plus dans la deuxième partie de ce livre. Néanmoins, je conseille Des meurtres qui font du bien à toutes les personnes qui en ont un peu marre du thriller et qui veulent essayer un peu autre chose. Ceux qui lisent que des romans policiers et qui veulent essayer un thriller humoristique avec cette petite touche de zen qui est vraiment rigolote, je vous conseille quand même le livre de Carsten Duss, d'autant plus que la suite est déjà sortie. Voilà, c'en est tout pour ce petit point lecture. J'espère que j'ai fait assez vite. J'ai quand même réussi à tourner tout ça en moins de 20 minutes. Je suis fière de moi. Alors, écoutez, je vous retrouve dans un prochain point lecture qui va parler de science-fiction uniquement. En attendant, j'espère que vous faites vous aussi de très belles lectures. Je vous embrasse très très fort et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis tout bientôt, je l'espère, si j'oublie pas encore de tourner une vidéo. Voilà, ciao!